Le 16 juin 1940, la nuit tombe sur Bordeaux. Dans un bureau envahi par la fumée et le désespoir, des ministres parlent déjà d'armistice, de reddition, de fin. Au milieu d'eux, un général presque inconnu, 49 ans, grand, raide, l'air déplacé dans ce naufrage, regarde l'horloge accrochée au mur. Il lui reste quelques heures? Quelques heures pour décider s'il obéit ou s'il trahit, s'il se tait ou s'il parle au monde entier. S'il laisse un vieil homme vénéré, le maréchal Philippe Pétain, incarner la France vaincue, ou s'il ose lui disputer ce rôle au risque de tout perdre. Dans moins de 24 heures, les routes seront coupées, les avions réquisitionnés, la parole muselée. Dans moins de 24 heures, l'histoire figée aura choisi son camp. Comment ce soldat, que presque personne ne connaît, en est-il arrivé là, face à ce compte à rebours implacable, face à son ancien maître devenu rival, avec sur les épaules le poids d'un pays entier qui s'effondre? Pour le comprendre, il faut revenir bien avant cette nuit suffocante de juin 1940. Revenir à un enfant de l'île qui joue à la guerre sans savoir qu'un jour, c'est tout un peuple qu'il devra empêcher de se rendre. Lille, 22 novembre 1890. La ville industrielle crache sa fumée sur des façades noircies. Dans une maison bourgeoise mais modeste, naît un garçon longiligne, au regard déjà sérieux. Charles-André Joseph-Marie de Gaulle. Son père, Henri, est professeur d'histoire. Sa mère, Jeanne, très pieuse, parle de la France comme d'une personne blessée, qu'il faut consoler. À table, on ne discute pas météo. On parle défaite, souverain, bataille perdue et gloire confisquée. Surtout une, 1870. La défaite contre la Prusse, l'Alsace-Lorraine arrachée comme un morceau de chair. Dans le salon, il y a un objet qui fascine le petit Charles. Une carte énorme de la France, longée par une frontière en dents de scie. Sur la ligne sombre qui sépare la France de l'Empire allemand, son père pose parfois le doigt et murmure. Là, voilà notre plaie ouverte. L'enfant écoute en silence. À 8 ans, il organise déjà, avec ses frères, des batailles en figurines, où la France, toujours, finit par se reprendre. Dans l'imaginaire brûlant du garçon, les défaites ne sont que des prologues. Il dévore les récits militaires, les mémoires de grands capitaines. Sa haute silhouette, qui se dessine déjà, le rend un peu maladroit. À l'école, certains se moquent de ce garçon trop sérieux, trop raide, qui confond la cour de récréation avec un champ de manœuvre. Mais lui est ailleurs. Dans ses cahiers, au milieu de notes sages, apparaissent parfois des mots soulignés 3 fois. Honneur, France, destin. Très tôt, un rêve se cristallise. Saint-Cyr, l'école des officiers. Son père, lui, aurait préféré le voir professeur, avocat, quelque chose de respectable et de sûr. Charles résiste, poliment mais fermement. Il veut l'uniforme, les cartes d'état-major, le bruit des bottes sur la cour pavée. Pas les salles de classe poussiéreuses qu'il connaît déjà trop bien. Il échoue une première fois au concours. Il réessaie. Et en 1909, à 19 ans, il franchit enfin les grilles de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Là encore, sa taille hors norme, près d'1,96 m, attire les regards. On le surnomme la grande asperge. Mais derrière cette silhouette un peu gauche, quelque chose dérange ses camarades. Une sorte de distance, un mélange d'orgueil et de timidité. On le trouve hautain. Lui se sent simplement habité d'une mission dont il n'a pas encore les contours. À Saint-Cyr, un nom hante les couloirs comme une incantation. Philippe Pétain. Officier brillant, théoricien respecté, il incarne l'intelligence militaire française. Le jeune de Gaulle l'admire. Il dévore ses écrits. Écoute ses rares interventions comme on écoute un oracle. Il ne peut pas l'imaginer un jour en ennemi. Pas encore. À sa sortie de Saint-Cyr, Charles de Gaulle choisit l'infanterie, l'arme la plus exposée, la plus meurtrie. On le nomme au 33e régiment d'infanterie à Arras, commandé par un certain colonel Philippe Pétain. Les deux hommes se croisent enfin, le maître et l'élève. Le colonel, la cinquantaine, maigre, discret, qui observe sans un mot la nouvelle recrue. Le jeune sous-lieutenant, raide comme un i, déterminé à se montrer digne du regard de ce supérieur qu'il vénère, Pétain remarque très vite l'intelligence de ce grand gaillard, au verbe précis. Il apprécie son sens de l'analyse, sa plume.
De Gaulle, lui, admire la lucidité glacée de Pétain, sa méfiance instinctive envers les charges inutiles, les offensives insensées. Ce lien, ce respect mutuel, cette confiance naissante, c'est précisément ce qui rendra leur confrontation future encore plus violente, presque tragique. Pour l'instant, le temps n'est qu'aux manœuvres, aux exercices, à la rigueur d'une armée qui, sans le savoir, marche vers le carnage. En août 1914, les cloches sonnent la mobilisation générale, la France entière se met en marche vers le front, avec des fleurs au fusil, des illusions plein les trains bondés. Charles de Gaulle, 23 ans, part en guerre avec la certitude qu'il faudra laver l'humiliation de 1870. Il n'imagine pas encore à quel point cette guerre va le briser et le forger. Les premiers combats, en Belgique, sont un bain de sang. À Dinant, il est grièvement blessé à la cuisse. On le croit perdu, mais il revient au front. Dans les tranchées, il découvre l'absurde mécanique de la guerre moderne. Des assauts pour gagner quelques mètres, payés par des « Ismenadi », centaines de vies fauchées sous les obus. Il tient obstinément. En janvier 1915, à nouveau, il est touché. Une autre blessure, une autre citation. La mort frôle ce grand officier à plusieurs reprises. Chaque fois, il revient, comme attiré par quelque chose de plus grand que lui. Comme si son histoire n'avait pas le droit de s'arrêter dans un trou boueux de Champagne. Et puis vient Verdun, 1916. Le nom seul est déjà un grondement sourd. Dans ce brasier continu, De Gaulle commande une compagnie du 33e régiment d'infanterie. On lui donne un ordre, reprendre le fort de Douaumont, clé de voûte du dispositif. C'est une mission presque impossible. Le 2 mars 1916, dans un paysage lunaire de pierres broyées et d'arbres réduits à des moignons noirs, Charles de Gaulle entraîne ses hommes à l'assaut. Le sol tremble sous les explosions, l'air est saturé de poussière, de cris, de ferrailles. Il avance debout, cherchant à maintenir une ligne, une cohésion, un semblant d'ordre dans la fournaise. Un éclat de grenade le frappe, puis une baïonnette ennemie. Il s'effondre, inconscient, laissé pour mort entre les lignes. Lorsqu'il rouvre les yeux, ce n'est pas un infirmier français qu'il voit, mais la silhouette d'un soldat allemand penché sur lui. Charles de Gaulle, celui qui rêvait de libérer la patrie, se réveille, prisonnier. Il passera plus de 2 ans dans les camps allemands, Ingolstadt puis d'autres forteresses. Des murs gris, des miradors, une population étrange de prisonniers venus de toute l'Europe. 5 fois, il tente de s'évader. 5 fois, il étudie les grilles, les rondes, la topographie des lieux. 5 fois, il est repris. Et à chaque échec, l'isolement, la cellule, le silence comme seule réponse, les gardiens finissent par le considérer comme un cas à part, un obstiné incurable. Lui se forge une conviction. Rien, ni les murs, ni les règlements, ni les ordres, ne peut être accepté comme définitif s'ils contredisent. L'essentiel, la liberté de la France. Pendant ces années d'enfermement, il lit sans cesse. Histoire, stratégie, philosophie. Il prend des notes, rédige des ébauches de réflexion sur la guerre future et, ironie cruelle, c'est en captivité qu'il entend parler avec admiration de l'homme qui devient le héros de Verdun, le général. Pétain, celui-là même qui commandait son régiment d'Arras. Dans les journaux d'époque que les prisonniers parcourent fébrilement, un nom revient, glorifié. Pétain, le sauveur, le sage, qui sait économiser le sang français. De Gaulle, derrière les barreaux, voit grandir la légende de celui qu'il admirait déjà. Il se dit qu'un jour, peut-être, il travaillera à ses côtés pour reconstruire une armée digne de ce nom. Il ne peut pas imaginer alors que cette admiration se changera en rupture et que son destin se définira presque entièrement contre cet homme. Quand l'armistice de 1918 est signé, les portes des camps s'ouvrent enfin. Charles de Gaulle rentre en France. La victoire a un goût de cendre. Des villages rayés de la carte, des millions de morts, une nation saignée, mais pour lui, un sentiment domine. Il a vu de l'intérieur les limites de l'armée française, sa préparation, sa doctrine. Il est persuadé que si l'on recommence la même guerre avec les mêmes idées, la prochaine sera, elle, perdue. Les années qui suivent sont celles d'un apprentissage accéléré du monde. En 1919, on l'envoie en Pologne, conseiller l'armée de ce jeune État menacé par l'armée rouge. Là-bas, il voit autre chose que la guerre de tranchées. Des mouvements rapides, des offensives de cavalerie, des percées profondes.
Il observe comment la mobilité peut briser un front, comment une armée souple peut surprendre un adversaire plus lourd. Il revient en France avec des intuitions brûlantes. La prochaine guerre sera faite de vitesse, de chars, d'avions. Il le dit, on l'écoute poliment. Puis on le range dans la catégorie des officiers brillants mais un peu exaltés. En 1921, il se marie avec Yvonne Vendroux, une jeune femme de Calais, discrète, croyante, solide. Elle sera son refuge silencieux, son point fixe au milieu des tempêtes. Ensemble, ils auront 3 enfants. L'une d'elles, Anne, née plus tard, sera atteinte de trisomie. Charles de Gaulle l'aimera d'un amour farouche, pudique, qui révèle la profondeur d'un homme que l'on croit parfois de pierre. Mais ce n'est pas dans l'intimité que se joue sa grande lutte du moment. C'est dans les états-majors, les bureaux austères, où se dessine l'armée de demain. On le remarque pour ses qualités d'officier de troupe, mais aussi pour sa plume. On le fait travailler sur des notes, des rapports, on le signale à ceux qui comptent. Et, à nouveau, un nom revient sur son chemin, Philippe Pétain. Pétain, désormais maréchal de France, siège au sommet de la hiérarchie militaire. Il pèse de tout son poids sur les choix stratégiques du pays. De Gaulle se retrouve dans son entourage, collabore à des travaux, rédige parfois dans l'ombre des textes que le maréchal signera. Pendant un temps, leurs visions se croisent. Pétain incarne la prudence, la défiance envers les offensives meurtrières. De Gaulle partage ce rejet des boucheries inutiles, mais va plus loin. Il veut non seulement éviter les massacres, mais aussi inventer une nouvelle manière de gagner. C'est là que, peu à peu, les lignes se séparent. Au début des années 1930, De Gaulle commence à écrire des livres, pas des mémoires, pas encore, mais des essais de stratégie, qui disent tout haut ce que beaucoup n'osent même pas penser. En 1932, Le fil de l'épée dresse le portrait du chef moderne, solitaire, décidé, parfois obligé de aller contre l'opinion dominante. On y sent en filigrane le malaise d'un officier qui voit son pays s'installer dans la routine, la stagnation, la croyance naïve que la ligne Maginot, ce gigantesque mur de béton, suffira à empêcher toute invasion. En 1934, il publie Vers l'armée de métier. C'est un électrochoc. Il y défend l'idée d'une armée professionnelle, mécanisée, articulée autour de divisions blindées, capables de percer le front adverse et de s'y enfoncer profondément. Il décrit presque en détail ce que seront, quelques années plus tard, les offensives allemandes. Mais à Paris, dans les états-majors, ce livre tombe comme une pierre dans un puits. On le juge dangereux, trop novateur, presque antipatriotique, comme s'il accusait l'armée française de préparer sa propre défaite. Le plus douloureux pour De Gaulle, c'est de constater que Pétain lui-même, son ancien mentor, se range du côté de ceux qui refusent ses idées. Le héros de Verdun, devenu figure tutélaire, incarne une autre France, prudente, défensive, arc-boutée sur la croyance que on ne repassera pas. De Gaulle comprend que ce n'est pas seulement un débat technique, c'est un affrontement de vision du monde. D'un côté, une France qui regarde vers le passé glorieux mais figé. De l'autre, une France qui accepte d'affronter la brutalité de l'avenir. La rivalité n'est pas encore ouverte, mais elle est déjà là, souterraine. Dans les réunions, dans les couloirs, dans les murmures d'officiers qui chuchotent, le maréchal ne voit pas les choses comme lui. Au même moment, en Allemagne, un homme nommé Hitler réarme à toute vitesse, piétine les traités, met sur pied justement des divisions. Blindé rapide, soutenu par l'aviation, le compte à rebours commence à s'enclencher. Et la France, elle, dort. En 1939, la guerre éclate à nouveau. De Gaulle, colonel, reçoit le commandement d'unités de chars. Enfin, ces théories vont être mises à l'épreuve, mais dans les pires conditions possibles. Trop peu de moyens, trop tard, dans un cadre stratégique figé. En mai 1940, les panzers allemands déferlent sur la France, contournant la ligne Maginot, perçant à travers les Ardennes que l'on croyait infranchissables. C'est le cauchemar qu'il avait décrit, mais à une échelle encore plus terrifiante. On l'appelle à la hâte pour mener une contre-attaque près de Montcornet, à la tête de la 4e division cuirassée. Pendant quelques heures, ces chars bousculent l'ennemi, reprennent des villages, détruisent des colonnes allemandes. La radio allemande, stupéfaite, le nomme le colonel motorisé, qui a osé riposter, mais le succès reste local, isolé. Il n'y a pas de plan d'ensemble, pas de soutien suffisant. Les contre-attaques s'épuisent.
La vague ennemie continue sa marche. Pourtant, ce bref éclat attire l'attention du président du Conseil, Paul Reynaud. Dans ce chaos, il cherche des hommes capables de dire non à la fatalité. Il repère ce grand officier à la voix grave, qui semble parler toujours au nom d'une France plus large que celle des frontières, en train de s'effondrer. Le 6 juin 1940, en pleine débâcle, Charles de Gaulle est nommé sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale. Le soldat devient, en un instant, homme politique. Il entre dans les salons ministériels en bottes militaires, avec sur sa vareuse la poussière encore fraîche des routes du front. Mais dans ces mêmes couloirs du pouvoir, un autre vieil homme se tient en embuscade. Philippe Pétain, vice-président du Conseil, adulé, auréolé de son prestige de 1916, l'affrontement peut commencer au grand jour. D'un côté, Pétain, pour qui la guerre est perdue, pour qui il faut cesser le combat, sauver ce qui peut l'être en demandant un armistice. De l'autre, de Gaulle, qui plaide pour continuer la lutte depuis l'Empire, depuis Londres, depuis n'importe où, plutôt que de se coucher. Les réunions sont tendues, les voix s'élèvent. Autour de la table, des hommes fatigués, écrasés par la débâcle, se laissent convaincre par le discours rassurant du maréchal. Mieux vaut se rendre que se faire massacrer. De Gaulle, presque seul, répète inlassablement que capituler, c'est perdre plus que des batailles, c'est perdre l'âme même de la France. Tout s'accélère, les Allemands approchent, le gouvernement fuit Paris, s'installe à Tours, puis à Bordeaux. À chaque déplacement, les dossiers s'entassent dans des valises, les secrétaires perdent des télégrammes, les ministres s'effondrent. Le temps se contracte, comme si chaque heure valait désormais un siècle. Le 16 juin 1940, Paul Reynaud démissionne. Pétain devient chef du gouvernement. Pour de Gaulle, c'est plus qu'un changement de Premier ministre. C'est la victoire soudaine, brutale, de la vision qu'il combat depuis des années. Il comprend que, si rien ne se passe dans les prochaines heures, la France aura officiellement choisi l'armistice, la résignation, la voie du maréchal. Son rival d'hier, silencieux dans les bureaux de l'état-major, va devenir la voix officielle de la nation, l'incarnation du bon sens français. Et lui ne sera plus qu'un général à titre temporaire, minoritaire, sans troupes, sans ministère. Il regarde l'horloge. Il lui reste une nuit, peut-être moins, pour décider s'il accepte ce verdict ou s'il le défie. Un avion britannique doit décoller pour Londres. Les places sont comptées. Ce vol, ce simple vol, devient un ultimatum intime. Monter, c'est rompre, désobéir, peut-être ne jamais revenir. Rester, c'est accepter. Que la parole de Pétain devienne celle de la France tout entière. La rivalité entre le jeune général inconnu et le vieux maréchal révéré quitte alors le terrain des idées pour entrer dans celui du destin national. Ce n'est plus un débat d'officiers, c'est une lutte pour savoir qui, des deux, parlera au nom de la France. Quand Charles de Gaulle gravit les marches de l'avion en cette soirée de juin, avec une petite valise et quelques documents, il ne sait pas encore comment il fera entendre sa voix. Mais il sait une chose, le temps presse. Dans les studios de la BBC, là-bas, à Londres, une fenêtre de quelques minutes pourra peut-être s'ouvrir pour lui. Quelques minutes pour arracher la France à la résignation, pour contester au maréchal Pétain la légitimité de parler au nom du pays. Le compte à rebours a commencé. L'enfant de Lille, le prisonnier obstiné d'Ingolstadt, le théoricien méprisé de l'armée de métier, l'officier de char de Montcornet et le ministre de quelques jours. Tous se rejoignent en un seul homme qui s'avance maintenant vers l'obscurité de la carlingue. Ce soir-là, en montant dans cet avion, Charles de Gaulle ne fuit pas la défaite. Il va à sa rencontre pour la défier et pour découvrir, de l'autre côté de la Manche, si sa voix, seule contre presque tous, pourra peser plus lourd que le silence résigné d'un pays à genoux. Le 18 juin 1940, à Londres, dans un studio étouffant où résonne encore le bruit des bombardiers allemands, un micro rouge s'allume. De l'autre côté de la Manche, la France vient d'entendre la voix tremblante, rassurante, presque paternelle de Philippe Pétain annoncer qu'il faut cesser le combat. Ici, dans cette pièce minuscule, un autre Français s'apprête à dire l'inverse absolu. Deux voix, deux vieillards, pense-t-on à Paris. Mais non, d'un côté, un maréchal de 84 ans, couvert de médailles, reconnu par tous les États. De l'autre, un général inconnu, même pas 50 ans, sans armée, sans mandat, sans drapeau officiel.
En quelques minutes d'antenne, sans pouvoir montrer un seul soldat derrière lui, Charles de Gaulle va tenter l'impossible, ravir à Pétain le droit de parler au nom de la France. Il s'installe devant le micro, raide, les mains jointes. Autour de lui, 2 techniciens anglais indifférents, un interprète, un papier griffonné. Les mots ne sont pas encore la légende qu'ils deviendront. Ce sont juste des phrases écrites à la hâte à l'encre violette. Le temps est compté. Quelques minutes seulement. Au-delà, l'antenne bascule vers les bulletins de guerre, les consignes à la population britannique. On lui fait signe, c'est à lui. Sa voix, grave, légèrement voilée, se lance dans le vide. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. À ce moment précis, il n'y a presque personne pour l'entendre. La BBC diffuse son appel sur des ondes mal captées en France, à une heure incertaine, dans un pays déjà saturé de rumeurs, de larmes, de convois de réfugiés. Les rares qui saisissent ta voix sur un poste grésillant ne connaissent pas son nom, ou le prononcent mal. De Gaulle? De Gaulle? Mais l'essentiel ne se joue pas là. L'essentiel, c'est qu'un Français, quelque part, ose dire non. Qu'il conteste publiquement, frontalement, la décision du maréchal Pétain, qu'il ose affirmer que la France n'est pas résumée par ce gouvernement réfugié à Vichy. Dès cet instant, la rivalité devient totale. Pétain, le bouclier qui choisit la soumission pour sauver les corps, de Gaulle, l'épée solitaire qui accepte la guerre à outrance pour sauver l'honneur. Entre les deux, les alliés, sceptiques, pressés, qui n'ont pas le temps pour des querelles françaises et un chronomètre invisible. Chaque jour qui passe consolide le régime de Vichy. Chaque jour de plus rend plus difficile pour de Gaulle de se présenter comme autre chose qu'un officier égaré. Londres, été 1940. Les bombes commencent à tomber sur la ville. La nuit, le ciel est strié de projecteurs et d'incendies. Dans cette capitale assiégée, le petit état-major de la France libre s'installe aux 4 Carlton Gardens. Quelques bureaux, des chaises dépareillées, une poignée de volontaires en uniforme trop grand. Sur les cartes épinglées au mur, la France est recouverte de drapeaux ennemis. Dans les journaux britanniques, on parle de French Government in Vichy. Le nom de Pétain écrase tout. On le présente comme le représentant légitime de la France. De Gaulle reçoit les premiers visiteurs français. Marins échappés de Dunkerque, pilotes isolés, étudiants en exil, officiers refusant la défaite. Ils ne sont qu'une poignée, mais pour chacun d'eux, il serre la main comme à un rescapé d'un naufrage. Il sait qu'il lui faut plus que des discours. Il doit façonner une réalité, des troupes, un drapeau, une administration, une monnaie même, s'il le faut. Il proclame la France libre, se pose en chef d'un État qui n'existe pas encore autrement que dans sa tête. Mais les obstacles s'accumulent. Winston Churchill, admiratif de son courage, est aussi un homme de calcul froid. Il doit ménager Pétain, dont la flotte reste un atout colossal. À Washington, Franklin Roosevelt ne cache pas son mépris pour ce général inconnu qui prétend incarner tout un peuple. Pour eux, De Gaulle est un partenaire de seconde zone, utile pour la propagande, gênant pour la diplomatie. Alors le compte à rebours se resserre, avant que les Alliés ne décident définitivement de traiter Pétain comme l'unique interlocuteur. Français, De Gaulle doit prouver qu'il existe. La première épreuve arrive brutalement en juillet 1940, à Mers el-Kébir. La Royal Navy attaque la flotte française réfugiée en Algérie pour l'empêcher de tomber aux mains d'Hitler. Plus de 1000 marins français meurent sous les obus britanniques. En France, Pétain dénonce un crime. La colère gronde. À Londres, on scrute De Gaulle. Va-t-il condamner ses nouveaux alliés? Va-t-il s'aligner sur Vichy? Il choisit la ligne la plus étroite, la plus dangereuse. Soutenir la nécessité de l'acte britannique, mais pleurer les marins tués. Seule constante, son accusation glacée contre ceux qui, à Vichy, ont livré la flotte à ce risque en choisissant l'armistice. Ce double langage, à la fois loyal envers Londres et intransigeant envers Vichy, agace Churchill, intrigue les Britanniques, mais il renforce, chez ceux qui l'écoutent, l'idée que De Gaulle n'est l'homme de personne. Ni le pantin de Londres, ni le jouet de Washington, ni le complice de Vichy. Pour appuyer ces mots, il lui faut des victoires, même minuscules.
En Afrique équatoriale, un à un, des gouverneurs coloniaux se rallient à lui. Le Tchad, le Cameroun, le Congo, l'Oubangui, chaque territoire qui se tourne vers la France libre est comme un morceau de carte qui se détache de l'ombre de Pétain pour se colorer. À nouveau en bleu, blanc, rouge. Mais chaque ralliement est un bras de fer, parfois un affrontement armé contre des troupes fidèles à Vichy. La guerre franco-française commence. L'admiration d'hier pour le héros de Verdun se transforme chez de Gaulle en une colère froide. Pétain, pense-t-il, se sert du prestige de 1916 pour justifier la capitulation de 1940. Le conflit atteint un sommet en 1942, avec l'Afrique du Nord comme théâtre principal. Les Américains préparent un débarquement en Algérie et au Maroc. L'opération Torche. Logiquement, de Gaulle devrait être le Français associé à cette grande manœuvre. Mais Roosevelt déteste ce général trop fier, qui refuse d'obéir. Il lui préfère un autre officier, le général Henri Giraud. Giraud, grand, martial, évadé d'Allemagne, est l'anti-de Gaulle idéal pour Washington. Moins politique, moins orgueilleux, plus malléable, croit-on ? Roosevelt mise sur lui pour être le Pétain de rechange, un Français présentable avec lequel traiter sans avoir à supporter l'inflexible général de Londres. Le choc est brutal. De Gaulle découvre qu'il n'a pas seulement Pétain pour rival, mais aussi un concurrent fabriqué, soutenu, armé par les Alliés mêmes, au nom desquels il se bat. À Alger, après le débarquement, un troisième acteur vient compliquer encore le jeu. L'amiral Darlan, ancien dauphin de Pétain, renégocie en catastrophe son ralliement aux Alliés pour sauver son pouvoir. Pour de Gaulle, c'est une abomination, voir un homme de Vichy traité en partenaire par les Américains et par certains Britanniques, alors que lui-même, qui résiste depuis 1940, est tenu à l'écart. Il fulmine, menace, tempête dans les télégrammes. Certains à Londres le trouvent insupportable, ingrat, impossible. Mais de Gaulle ne joue pas sa carrière, il joue sa légitimité. S'il accepte de passer derrière Giraud ou Darlan, il sait que, dans les livres d'histoire, il ne sera plus qu'une note de bas de page. Le temps s'emballe encore, la guerre avance, les Alliés préparent déjà la reconquête de l'Europe. S'ils construisent, sans lui, un autre représentant de la France, c'en est fini. Alors il se bat sur un autre terrain, celui du symbole. Il refuse obstinément de reconnaître l'autorité de Darlan, puis de Giraud. Il parle, écrit, multiplie les voyages et les discours. Il use d'une arme que ses rivaux ne maîtrisent pas. L'idée que la France ne peut pas être dissociée d'elle-même, que la seule légitimité vient de la résistance intérieure et de la continuité de l'État, non de la signature d'un président américain ou d'un premier ministre britannique. Peu à peu, la réalité le rattrape. En métropole, dans la nuit de l'occupation, des réseaux se forment. Combat, libération, francs-tireurs, des maquis dans les montagnes. Ils lisent des tracts clandestins, entendent parfois, dans le bruit blanc de la radio, le fameux « Ici Londres, les Français parlent aux Français ». Pour ces hommes et ces femmes qui risquent la torture et la déportation à chaque message, un nom émerge comme un phare, de Gaulle. Non parce qu'ils obéissent déjà à ses ordres détaillés, mais parce qu'il incarne l'idée qu'il existe ailleurs une France qui n'a pas abdiqué. L'enjeu, pour lui, est clair. Avant le grand débarquement en Europe, il doit réunir cette résistance, la structurer, l'unifier, pour qu'au jour J, personne ne puisse prétendre que la France libérée a besoin d'un tuteur étranger. En mai 1943, il se rend à Alger. Cette fois, il n'est plus question d'être spectateur. Il affronte directement Giraud, œil dans l'œil, pour le contrôle du Comité français de libération nationale, ce gouvernement provisoire en exil. La scène a quelque chose d'invraisemblable. Deux généraux français, en uniforme, se disputant une chaise, un titre, un pouvoir encore. Virtuel, sous le regard inquiet des Anglo-Américains, Giraud, soutenu par Roosevelt, vacille pourtant. Il est piètre politique, mal à l'aise dans les intrigues et sous-estime l'importance de la résistance intérieure. De Gaulle, lui, comprend que les maquis, les réseaux, les journaux clandestins sont son véritable levier. Avec l'aide de Jean Moulin, envoyé en France occupée, il parvient à unifier les mouvements sous la bannière du Conseil national de la résistance. Un texte naît, le programme du CNR, qui rêve d'une France future plus sociale, plus juste, réinventée. C'est le coup de maître de Gaulle.
Pendant que ses rivaux se battent pour plaire à Washington ou à Londres, lui noue un pacte avec ceux qui risquent leur vie sur le sol français. Dès lors, il peut affirmer « La France, c'est moi qui la représente, parce que ceux qui meurent pour elle m'ont choisi ». Lorsque Giraud est écarté en 1944, ce n'est pas seulement une victoire d'appareil, c'est la fin d'une tentative d'écrire l'histoire de France sans De Gaulle. Reste encore un dernier rival à vaincre, l'ombre gigantesque de Pétain, toujours en place à Vichy, toujours reconnu par certains comme le chef de l'État français, même si son pouvoir réel s'effrite. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent enfin en Normandie. Les plages se couvrent de barges, de corps, de fumée. Dans les premières heures, De Gaulle n'est même pas informé du lieu précis des opérations. Churchill hésite encore à le faire entrer dans le premier cercle. Pourtant, il ne renonce pas. À peine la tête de pont établie, il exige d'être en France, sur le sol convoité depuis 4 ans. Les Britanniques rechignent. Il insiste. Il menace même de faire son propre voyage, sans autorisation. Finalement, le 14 juin, il pose le pied à Courseulles-sur-Mer. La scène, filmée, est frappante. La haute silhouette en képi, avançant au milieu des soldats alliés stupéfaits, certains ne sachant même pas qui il est. Mais pour les Français rencontrés dans les villages libérés, ce n'est pas un inconnu, c'est le visage de la voix de Londres, enfin incarné. Il sait pourtant que le temps joue toujours contre lui. Les Alliés envisagent de placer la France libérée sous une sorte d'administration militaire anglo-américaine, la MGOT, avec ses billets de banque déjà imprimés. Autrement dit, remplacer Vichy par une tutelle étrangère, réduire la France au rang de pays occupé à libérer. Pas de partenaire. Pour De Gaulle, c'est inacceptable. Il multiplie les initiatives, accélère la reconstitution d'administrations françaises dans chaque ville libérée, installe des commissaires de la République avant même que les troupes alliées n'entrent. Il veut prendre de vitesse les Anglais et les Américains, pour qu'aucun général étranger ne puisse s'asseoir dans le fauteuil de Benedson des Antilles, maire de Caen, de Bayeux ou de Paris. Là encore, il s'agit d'une course contre la montre. Si, quelques semaines seulement après l'effondrement de Vichy, les Français se retrouvent avec des gouverneurs étrangers parlant anglais, le prestige de Pétain, malgré sa collaboration, pourrait encore ressurgir à travers l'idée qu'au moins, lui, protégeait la souveraineté. Alors De Gaulle joue sa plus grande carte, Paris, août 1944. La capitale, officiellement, devait être contournée, militairement, elle n'est pas prioritaire. Mais la ville gronde, les insurrections se multiplient, la police parisienne se rebelle, des barricades s'élèvent, les FFI, les forces françaises de l'intérieur, se battent contre les derniers occupants allemands. De Gaulle comprend que si les Américains entrent dans Paris comme dans une ville allemande de plus, l'image restera. Ce sont eux, et eux seuls, qui libèrent la France. Alors il force la main à Eisenhower, obtient que la 2e division blindée du général Leclerc marche sur Paris. Le 25 août, le général von Coltitz capitule. L'après-midi, Charles de Gaulle entre dans la ville libérée. Le lendemain, il remonte les Champs-Élysées à pied, au milieu d'une foule compacte, hystérique, qui crie, pleure, se jette sur lui. Les balles claquent encore. Des rafales éclatent ici et là, des tireurs isolés allemands tentent de le tuer. Ses gardes du corps veulent le protéger, le faire monter dans une voiture. Il refuse, avance, droit, imperturbable, comme s'il ne remarquait pas les projectiles. Cette image, splendide et insensée, est son triomphe. Au monde entier, il montre qu'il est le chef de la France qui se relève, pas un figurant derrière les généraux alliés. Quelques jours plus tard, il installe à Paris le gouvernement provisoire de la République française. Symboliquement, c'est capital. Il n'y a jamais de vide du pouvoir, jamais d'administration étrangère officielle. À la place de l'État français de Vichy, c'est la République qui revient, comme si elle n'avait jamais cessé d'exister. Dans les prisons, Pétain attend son sort. Le vieil homme, qui croyait sauver la France en la courbant, se retrouve jugé pour trahison. De Gaulle commute sa peine de mort en détention à perpétuité, geste à la fois de clémence et de mise à distance. Le maréchal déchu restera vivant, comme un fantôme muet, pendant que lui, De Gaulle, incarnera désormais l'autre visage possible de la France. Mais la guerre n'est pas finie. Il faut encore combattre jusqu'en Allemagne, siéger à la table des vainqueurs,
imposer la France comme puissance occupante à Berlin, arracher une zone, un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. De Gaulle obtient tout cela de haute lutte, souvent contre les réticences de Roosevelt, contre le scepticisme de certains Britanniques. Pourtant, à peine la victoire acquise, un autre combat commence. Plus sourd, plus ingrat, plus dangereux encore pour lui. La France exsangue rêve de démocratie retrouvée, de partis politiques ressuscités, de débats, de programmes. Les communistes, auréolés de leur rôle dans la résistance, sont puissants. Les socialistes veulent peser, les démocrates chrétiens renaissent. Tous regardent De Gaulle avec un mélange de respect et de crainte. Lui voit les choses autrement. Il supporte mal l'idée d'un retour pur et simple au système parlementaire d'avant-guerre, qu'il juge responsable en partie du désastre de 1940. Il veut un exécutif fort, un chef de l'État, qui ne soit pas prisonnier des combinaisons de partis. La contradiction est explosive. Les partis pensent qu'enfin la France leur revient après des années de clandestinité et de dictature. De Gaulle, lui, considère que la légitimité suprême vient de la guerre gagnée et de la résistance, dont il s'estime le dépositaire. Une nouvelle rivalité naît, différente de celle qui l'opposait à Pétain, mais tout aussi féroce. De Gaulle contre le régime des partis. Le temps, encore, se retourne contre lui, tant que le pays est en ruine, tant que les cartes de rationnement dictent la survie, tant que les ruines de Caen et de Saint-Nazaire, fumant encore, son autorité de chef de guerre domine. Mais plus la vie reprend, plus les débats se rouvrent, plus les partis relèvent la tête. Il propose une constitution de transition, puis, en 1945, défend l'idée d'un pouvoir exécutif renforcé. L'Assemblée, dominée par les partis, s'y oppose. On discute des heures, on renvoie des projets, on rature, on corrige. De Gaulle, habitué aux décisions rapides, aux ordres donnés dans l'urgence, supporte mal cette valse lente où chaque article devient une bataille de couloir. Il sent que le pays lui échappe, non pas par ingratitude, mais par fatigue de l'autorité. Le 20 janvier 1946, dans une allocution brève et glacée, Charles de Gaulle annonce sa démission de la présidence du gouvernement provisoire. Il claque la porte, presque littéralement, d'une république qu'il juge mal engagée. Ce geste stupéfie le pays. Comment l'homme du 18 juin, le libérateur de Paris, peut-il abandonner ainsi le pouvoir? Pourquoi partir maintenant, alors qu'il pourrait imposer plus longtemps sa volonté? Lui voit les choses autrement. Rester, ce serait cautionner la résurrection d'un régime instable qu'il déteste. Partir, c'est laisser les partis seuls face à leurs responsabilités et peut-être préparer son retour s'ils échouent. Il se retire à Colombey-les-Deux-Églises, un village perdu de Haute-Marne. Là, dans une grande maison de pierre, la boisserie, il retrouve Yvonne, leurs enfants, le jardin, les chemins de campagne. Il écrit, médite, marche longuement, observe de loin la 4e République, qui naît dans les compromis et les crises gouvernementales répétées. Aux yeux de beaucoup, c'est la fin de l'histoire. Le général s'en va, la politique normale reprend. Pétain, enfermé dans son fort de l'Île-d'Yeu, attend la mort. La rivalité tragique entre les deux hommes semble close, l'un déchu, l'autre vainqueur, mais volontairement marginalisé. Ce qu'aucun des protagonistes ne peut alors mesurer, c'est que cette retraite n'est pas un épilogue. C'est une pause, une respiration avant une nouvelle tempête. Car, au fil des années, la 4e République va s'empêtrer dans les guerres coloniales, les crises ministérielles, les humiliations internationales, et un jour viendra où, une nouvelle fois, en pleine nuit de crise, au bord du gouffre, la France cherchera une voie assez forte pour couvrir toutes les autres sbires. Cette voie, une fois encore, sera la sienne. En 1958, 12 ans après avoir quitté le pouvoir, Charles de Gaulle est, pense-t-on, un homme du passé. Un géant rangé au grenier de l'histoire qui écrit ses mémoires en surveillant ses rosiers à Colombey-les-Deux-Églises. Au même moment, à Alger, des parachutistes français s'entraînent à décoller pour Paris, les téléphones sonnent dans les états-majors, les cartes de France sont étalées sur les tables. À la moindre erreur, ce pays qui sort à peine des ruines pourrait basculer dans la guerre civile. D'un côté, un vieil homme silencieux dans un village perdu, de l'autre, des généraux surexcités se persuadant qu'ils peuvent sauver la République par la force. Entre eux, un compte à rebours. Quelques jours, peut-être quelques heures, avant que la 4e République ne s'effondre ou ne tire sur sa propre armée.
Et au centre de cette tempête qui approche, un nom revient avec la force d'un fantasme, de Gaulle. À Colombey, Charles de Gaulle vit une retraite en apparence paisible. Il marche sur les chemins, s'arrête devant la tombe de sa fille Anne, morte à 20 ans, parle avec les villageois, bichonne la grande. Table de chêne, où il rédige ses mémoires de guerre. Mais dans son bureau, les cartes de France ne sont jamais rangées bien loin. Les journaux arrivent chaque jour. Les crises ministérielles se succèdent, les gouvernements tombent presque tous les 6 mois. L'Indochine a été perdue à Dien Bien. Fou, Suez a tourné au fiasco? Et surtout, une plaie s'envenime, l'Algérie. Officiellement, ce n'est pas une colonie, mais 3 départements français. Dans les faits, une guerre sans nom oppose, depuis 1954, l'armée française au FLN, le Front de Libération Nationale. Attentats, embuscades, représailles, tortures, villages rasés, population déplacée, chaque semaine, des cercueils reviennent en métropole. À Alger, l'armée est convaincue qu'on l'a déjà trahi une fois en Indochine, qu'on ne la trahira pas 2 fois. À Paris, les gouvernements se succèdent, hésitants, paralysés, incapables de choisir entre la répression sans fin et la négociation impossible. De Gaulle observe, note, se tait. Officiellement, il ne se mêle plus de rien. En privé, il répète à ses proches « La 4e République mourra en Algérie ». Le 13 mai 1958, tout bascule. À Alger, une manifestation de partisans de l'Algérie française dégénère. Des militaires, des colons, des militants d'extrême droite envahissent le siège du gouvernement général. Un comité de salut public se forme, dirigé par le général Massu, héros de la bataille d'Alger. Très vite, un nom est scandé dans la foule. De Gaulle. De Gaulle au pouvoir. À Paris, on blêmit. Le président René Coty reçoit des télégrammes affolés. Les généraux menacent d'envoyer des parachutistes sur la capitale si un gouvernement favorable à l'abandon est nommé. Un plan existe, avec un nom de code, Opération Résurrection. Des avions pourraient décoller de Corse, survoler la Méditerranée, atterrir sur des aérodromes près de Paris en quelques heures. Le chronomètre se déclenche. S'il n'y a pas, très vite, une figure capable de calmer l'armée tout en rassurant l'opinion, la France risque le face-à-face ultime. Le pouvoir civil contre ses propres soldats. Tous les regards convergent vers Colombey. De Gaulle reçoit des émissaires, des envoyés de parti, des officiers inquiets. Il écoute, silencieux. Puis pose sa condition, glaciale. Il ne revient pas pour servir de paravent à la 4e République. Il ne rentrera à Paris qu'avec les pleins pouvoirs pour refonder l'État, écrire une nouvelle constitution, mettre fin au régime des partis qu'il abhorre. En face, un adversaire se dresse, moins spectaculaire qu'un maréchal en uniforme, mais redoutable. La 4e République elle-même, avec ses chefs de parti, ses combinards, ses habiles. Parmi ceux qui l'observent avec méfiance, un homme se détache peu à peu. François Mitterrand, brillant orateur, figure montante de Minnesitsande. La gauche, qui dénonce ce coup d'État permanent que représenterait le retour du général. La rivalité est plantée, d'un côté le vieil homme qui veut tout reconstruire, de l'autre un politicien jeune encore qui entend bien ne pas laisser l'histoire se réécrire sans lui. Le 1er juin 1958, après des débats enfiévrés, l'Assemblée nationale investit Charles de Gaulle, président du Conseil, chef du gouvernement. Certains députés votent en tremblant, d'autres en espérant cyniquement qu'il se cassera les dents sur l'Algérie. Dans son bureau de Matignon, il se remet au travail comme s'il n'était jamais parti. Les dossiers s'empilent, mais en réalité, un seul compte, réinventer les règles du jeu. En quelques semaines, entouré d'un petit cercle de juristes et de fidèles, parmi lesquels Michel Debré, il pilote la rédaction d'une nouvelle constitution. Il ne s'agit pas de retoucher le vieux texte, il veut renverser la logique. Fini le Parlement tout-puissant qui fait et défait les gouvernements à la chaîne. Au sommet, un chef de l'État fort, arbitre au-dessus des partis, garant de la continuité et de l'indépendance nationale. Dans les couloirs, certains murmurent qu'il rêve de dictature. Mitterrand, lui, publiera bientôt un pamphlet incendiaire, le coup d'État permanent, où il dénonce la dérive d'un régime taillé, sur mesure pour un seul homme. Mais de Gaulle joue la carte du peuple. Il soumet sa constitution au référendum. Le 28 septembre 1958, les Français répondent massivement oui. C'est la naissance de la vraie République.
3 mois plus tard, en janvier 1959, il est élu président de la République par un collège de grands électeurs. L'homme du 18 juin devient, à 68 ans, le premier président de ce régime neuf, puissant, encore mal compris. Sur la table qui l'attend à l'Élysée, un dossier écrase tous les autres, l'Algérie. L'armée et les colons ont cru qu'en rappelant de Gaulle, il se donnait un allié indéfectible. Le jour de sa première visite en Algérie, il lance, à la foule de Français d'Algérie massés à Alger, « Je vous ai compris ». 4 mots ambigus, interprétés alors comme une promesse de maintenir pour toujours le lien indissoluble entre l'Algérie et la France. Mais dans son fort intérieur, de Gaulle sait que c'est impossible. La démographie, la montée du nationalisme, l'usure de l'armée, l'isolement international, tout pousse vers une solution politique. Il ne le dit pas encore. Il teste d'abord les limites, plan de Constantine pour développer l'Algérie, réforme, tentative de gagner les cœurs et les esprits. Les attentats, eux, continuent, les cercueils aussi, peu à peu son discours change. En 1959, il prononce les mots-clés « autodétermination ». Il propose aux Algériens 3 voies, la sécession, la francisation complète ou une association étroite. Pour beaucoup de partisans de l'Algérie française, c'est une trahison pure et simple. Dans les cafés d'Alger, dans les casernes, un autre nom commence à cristalliser la colère contre lui. Le général Raoul Salan, ancien, commandant en chef en Algérie, prestige immense dans l'armée. Salan, comme Pétain en 1940, représente une autre voie possible pour la France, celle du maintien par la force, coûte que coûte. Le 21 avril 1961, dans la nuit, la rivalité devient un duel. Salan, avec d'autres généraux, Chalais, Jouhaud, Zeller, lance un putsch à Alger. Des unités prennent le contrôle de la ville, les radios passent sous leur coupe. Leurs tracts sont sans ambiguïté. Ils veulent renverser la politique de Gaulle, empêcher toute négociation avec le FLN. À Paris, l'angoisse est extrême. On ignore quelles unités métropolitaines suivraient les putschistes. Les généraux rebelles menacent directement le pouvoir civil. Un avion pourrait, là encore, décoller en quelques heures. De Gaulle choisit alors une arme inattendue, la parole télévisée. Il enfile son ancien uniforme de général de brigade à 2 étoiles que tout le pays n'a pas vu depuis la guerre. Devant les caméras noir et blanc, visage fermé, il lance. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamiento militaire. « Françaises, Français, aidez-moi » C'est un pari fou. Opposer la légitimité d'un soldat devenu chef d'État à celle de soldats qui se disent plus fidèles qu'il ne l'est. Mais les unités métropolitaines hésitent, puis se rallient à l'appel de l'Élysée. Le putsch s'effondre en quelques jours. Salan n'abandonne pas. Avec d'autres, il plonge dans la clandestinité et fonde l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, attentats à la bombe, mitraillage de cafés, plasticage d'écoles, assassinats ciblés. Ils veulent incendier l'Algérie, puis la métropole. Et pour faire reculer le général, le duel devient personnel. Le 22 août 1962, à Petit-Clamart, en banlieue parisienne, des tireurs de l'OAS mitraillent la déesse présidentielle. Les vitres éclatent, les pneus crèvent, la carrosserie est criblée de balles. La voiture zigzague, bute sur le trottoir, mais parvient à s'échapper. Dans l'habitacle, Yvonne de Gaulle, assise à côté de son mari, répète en serrant son chapelet. « Je crois bien que cette fois, c'est la bonne. » Et de Gaulle en sort indemne. Ironie terrible. Des Français, des officiers, ont tenté de faire ce que même les nazis n'avaient pas réussi à accomplir. Mais lui continue, imperturbable, sa marche vers la solution qu'il estime nécessaire. En mars 1962, les accords d'Évian sont signés. Le cessez-le-feu est proclamé, l'indépendance de l'Algérie validée par référendum. Des centaines de milliers de pieds noirs fuient en catastrophe, laissant derrière eux des maisons, des cimetières, des vies entières. Beaucoup maudissent de Gaulle, jurent de ne jamais prononcer son nom autrement que pour l'insulter. Le paradoxe est terrible. Ceux qui l'avaient appelé au pouvoir pour sauver l'Algérie française voient en lui l'homme qui l'a enterré. Ceux qui, à gauche, avaient redouté son retour comme celui d'un possible dictateur, voient qu'il a mis fin à une guerre coloniale, au prix d'un affrontement direct avec l'armée. Son adversaire militaire, Salan, sera jugé, condamné, gracié plus tard. Son adversaire politique, Mitterrand,
observe, apprend, se prépare, convaincu que l'heure viendra où il affrontera ce géant sur un autre terrain, celui de la présidence elle-même. Une fois l'Algérie indépendante, De Gaulle tourne la page coloniale et se consacre à ce qu'il appelle la grandeur de la France. Pour lui, ce n'est pas un mot vide, c'est un programme de travail quotidien, implacable. Dans les réunions interministérielles, il écoute les rapports économiques, serre les budgets, tranche, parfois d'un simple « on n'a pas les moyens » ou « la France doit le faire ». Il pousse à la modernisation, construction d'autoroutes, de barrages, développement du nucléaire civil, lancement de grands programmes industriels. En 1960, dans le Sahara, la bombe atomique française explose, gerboise bleue. Les sables se soulèvent, un champignon blanc s'élève dans le ciel africain, la France vient d'entrer, seule, dans le club très fermé des puissances nucléaires. Dans les chancelleries, on ricane. Un pays ruiné en 1945 croit pouvoir jouer dans la cour des géants, face aux États-Unis et à l'URSS. De Gaulle, lui, est convaincu qu'entre les deux blocs, il y a une place pour une voie libre. Il sort la France du commandement intégré de l'OTAN en 1966, renvoie les états-majors étrangers établis sur le sol français au grand scandale de Washington. Sur la scène européenne, il défend une Europe des patries. Coopérative mais sans super-État, il signe en 1963, avec le chancelier Konrad Adenauer, le traité de l'Élysée, rapprochement historique entre la France et l'Allemagne. De l'Ouest, ennemi d'hier. Mais il oppose 2 fois son veto à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun, par crainte de voir l'Europe devenir le cheval de Troie de l'Amérique. Dans ses célèbres conférences de presse, il domine la salle de l'Élysée, debout derrière un pupitre, imposant, répondant par de longues deuils. Phrases, souvent cinglantes, aux questions de journalistes médusés. Il parle du Vietnam, de la montée du tiers-monde, du dollar, de la nécessité pour la France de conserver une politique indépendante, même au prix de l'impopularité. L'image qu'il se fait de sa fonction est claire. Il n'est pas un président gestionnaire, mais un arbitre, un pilote à long terme. Il laisse ses premiers ministres, Michel Debré puis Georges Pompidou, gérer les détails, les arbitrages quotidiens, les affrontements parlementaires. Lui se réserve les grandes orientations, les voyages symboliques, les décisions irréversibles. Pourtant, derrière cette stature, une fissure se dessine. Le pays se modernise à toute vitesse. Les campagnes se vident, les villes se gonflent de tours de béton, les usines tournent jour et nuit. Une nouvelle génération arrive, celle des baby-boomers, qui n'a pas connu la guerre, qui ne s'incline pas naturellement devant les képis et les drapeaux. Et, dans l'ombre, son vieux rival politique, Mitterrand, tisse sa toile. Il a compris que le nouveau régime, avec son président élu pour 7 ans, finira un jour devant un choix simple, De Gaulle ou un autre. Il se prépare pour être cet autre. En 1965, pour la première fois, le président de la République doit être élu au suffrage universel direct. C'est De Gaulle lui-même qui a imposé cette réforme en 1962. Par référendum, beaucoup ont crié au coup de force. Mitterrand, en tête, y voit la preuve ultime d'une dérive monarchique du régime. Mais cette fois, l'épreuve est personnelle. Jusque-là, De Gaulle avait été élu par un collège restreint, où son prestige historique écrasait tout. Désormais, il doit se présenter devant le peuple, tout entier, dans les urnes, comme n'importe quel candidat. Autour de lui, on le croit intouchable. Qui pourrait battre le libérateur de 1944, l'homme qui a mis fin à la guerre d'Algérie, donné un nouveau visage à la France? Un nom pourtant surgit, inattendu pour le grand public, François Mitterrand, que la gauche, divisée mais lucide, décide de soutenir comme candidat unique. Le duel enfin prend corps. 2 conceptions de la France s'affrontent, celle du général président, verticale, nationale, méfiant envers les partis, et celle de l'avocat orateur, républicain classique, qui dénonce la concentration des pouvoirs et promet une démocratie plus parlementaire. La campagne est étrange. De Gaulle, d'abord, la méprise presque. Il refuse de débattre, se montre peu, se fiant à son aura. Mitterrand, lui, sillonne le pays, multiplie les meetings, les formules assassines. Il parle du coup d'État permanent, des institutions dévoyées, de la nécessité de ramener le pouvoir vers le Parlement,
Le 5 décembre 1965, le premier tour livre un choc. De Gaulle n'obtient pas la majorité absolue. Pour la première fois depuis 1940, le mythe de son invincibilité est entamé. Mitterrand le talonne, qualifié pour le second tour, 2 semaines. C'est le temps dont dispose de Gaulle pour éviter l'humiliation. En coulisses, certains commencent à imaginer l'impensable. Un président Mitterrand à l'Élysée, à la tête des mêmes institutions qu'il a tant critiquées. Le général se décide alors à descendre vraiment dans l'arène. Il prononce des allocutions solennelles, laisse paraître un peu plus de proximité, mobilise le souvenir de la guerre, de la résistance. De l'indépendance nationale? Les notables, les ruraux, ceux qui craignent le retour des jeux parlementaires d'antan, se ressoudent autour de lui. Le 19 décembre, les résultats tombent. 55% pour De Gaulle, 45% pour Mitterrand. Victoire nette mais pas écrasante. L'autre a existé, vraiment. Et il sait désormais qu'un jour, lui ou quelqu'un comme lui pourra battre le mythe. De Gaulle sort réélu, mais différent. Il a senti le sol bouger sous ses pieds. La France qui vote pour lui n'est plus la même qu'en 1958. Plus jeune, plus urbaine, plus exigeante. Ce qu'il ignore encore, c'est qu'à peine 3 ans plus tard, cette France-là va lui exploser au visage. Mai 1968. Sur les murs de Paris, les affiches se déchirent, des slogans apparaissent. Il est interdit d'interdire. Sous les pavés, la plage. CRS et nain SS. Tout commence par une révolte étudiante contre l'autorité universitaire, la promiscuité dans les cités, les cursus figés. Les amphis de Nanterre, puis de la Sorbonne, se transforment en tribunes révolutionnaires. Les pavés de la rive gauche servent de projectiles. Les CRS chargent, matraques levées, gaz lacrymogène. Les nuits de Paris s'embrasent, les voitures brûlent, les vitrines volent en éclats. Dans le bureau présidentiel, De Gaulle regarde les images à la télévision, en noir et blanc. Des jeunes crient, rient même, en défiant la police. Il ne comprend pas ce soulèvement venu d'un pays en pleine croissance, où le chômage est faible, où les salaires augmentent. La réforme, oui, la chienlit, non, lâche-t-il, excédé. Mais très vite, le mouvement déborde les facultés. Les usines se mettent en grève, les syndicats suivent. Timidement puis massivement, des millions de travailleurs cessent le travail, occupent les ateliers, accrochent des drapeaux rouges et tricolores sur les portails, les transports s'arrêtent, l'essence manque, les rayons se vident. La France retient son souffle. Ses adversaires flairent l'occasion, Mitterrand se tient en retrait, prudent, mais déclare qu'à défaut de Gaulle, il serait prêt à assumer les responsabilités du pouvoir. Le chef du Parti communiste, Waldeck Rochet, se rêve en faiseur de roi. Certains imaginent un gouvernement provisoire, une transition, voire la fin pure et simple de la veuve république. Le temps se resserre à nouveau. Chaque jour de grève supplémentaire rapproche le pays du chaos économique, voire de la fracture politique. Les ministres paniquent. Pompidou négocie avec les syndicats rue de Grenelle, obtient des hausses de salaire spectaculaires. Mais la protestation ne s'éteint pas. Le 29 mai, soudain, le président disparaît. On ne le trouve pas à l'Élysée, ni à Colombey. Il est parti, presque en secret, à Baden-Baden, en Allemagne, rencontrer le général Massu, devenu commandant des forces françaises stationnées là-bas. Celui qui, en 1958, l'avait porté au pouvoir est désormais le garant, ultime, de la fidélité de l'armée. Les rumeurs enflent à Paris. De Gaulle a fui. De Gaulle est malade. De Gaulle prépare un coup de force. La République semble vaciller sur ses bases. En réalité, le vieil homme, fatigué, doute. Pour la première fois, il envisage sérieusement de partir. Mais Massu, loin de l'encourager à abandonner, le presse de rentrer, d'affronter la tempête. L'armée, lui assure-t-il, ne se retournera pas contre lui. Le lendemain, 30 mai, à 16h30, la radio diffuse un message attendu comme une oraison funèbre ou une déclaration de guerre. La voix de Gaulle, ferme, résonne. Il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections. Sous-entendu, à ceux qui veulent sa chute, il oppose non pas les chars, mais les bulletins de vote. Le soir même, sur les Champs-Élysées, une marée humaine envahit l'avenue. Drapeau tricolore au vent, affiche « Oui à De Gaulle ». Brandis comme des boucliers. Un contre-courant renverse l'atmosphère de mai, la majorité silencieuse, celle qui craignait le désordre plus qu'elle ne désirait la révolution, descend dans la rue.
Aux élections de juin, les gaullistes remportent une majorité écrasante. Politiquement, le général a gagné, mais quelque chose s'est cassé. Il a senti, une fois encore, que le temps ne joue plus pour lui. L'année suivante, il engage sa dernière grande bataille intérieure, un projet de réforme du Sénat et de régionalisation soumis au référendum. Officiellement, une réorganisation institutionnelle, technique, en réalité un plébiscite. Il le dit d'ailleurs sans ambiguïté, s'il perd, il partira. Mitterrand et l'opposition flairent la possibilité de ce qu'ils ont manqué en 1965 et en 1968. La fin du gaullisme au sommet de l'État. La campagne est âpre. Les uns dénoncent une réforme brouillonne, les autres y voient une simple occasion de dire non à De Gaulle, quels que soient les détails du texte. Le 27 avril 1969, les Français votent. La participation est forte, le suspense faible dans l'esprit du général. Il est convaincu jusqu'au bout que le pays ne le désavouera pas. Quand les résultats tombent, ils sont sans appel. 52,4% de non. La France vient de dire à son fondateur qu'elle ne le suit plus. Dans la nuit, fidèle à sa parole, Charles de Gaulle signe sa lettre de démission. Le lendemain, il quitte l'Élysée sans cérémonie, monte dans une DS grise, roule vers l'est, vers les collines de Haute-Marne. La voiture s'éloigne, le palais présidentiel rapetisse dans le rétroviseur. Pour la seconde fois de son existence, il choisit de se retirer, mais cette fois, il a derrière lui non plus seulement un appel et une guerre, mais une république entière, un régime politique, une France transformée qu'il laisse à d'autres. Devant lui, il sait qu'il n'a plus beaucoup d'années à vivre. Ce qu'il ignore encore, c'est la forme exacte que prendra ce dernier face-à-face. Non plus avec un maréchal, un général rebelle ou un rival politique, mais avec le jugement impitoyable et changeant de l'histoire. Le 9 novembre 1970, à 19h30, dans une maison de pierre perdue au milieu des brouillards de Haute-Marne, un vieil homme s'effondre sur une chaise en murmurant « C'est la fin de tout ». À quelques centaines de kilomètres de là, les bureaux de Paris bruissent, les télétypes cliquettent, les ministres travaillent, les députés intriguent. Personne ne le sait encore, mais en une poignée de secondes, la France vient de perdre l'homme qui a refait son État, redessiné ses frontières, forgé ses institutions. Dans la petite pièce de la Boisserie, son jeu de cartes reste ouvert sur la table, interrompu en plein solitaire. Dans la capitale, ce sont d'autres cartes qui sont en jeu, la lutte pour l'héritage de Charles de Gaulle. Car le vrai combat, désormais, n'est plus pour le pouvoir, mais pour son récit. Et sur ce champ de bataille-là, un adversaire de longue date n'a aucune intention de s'effacer, François Mitterrand. Un an plus tôt, au soir du 27 avril 1969, De Gaulle quitte l'Élysée dans le silence feutré d'une déesse grise. Aucune fanfare, aucun bain de foule, pas de caméra pour fixer ce départ. Seulement les pavés humides, quelques silhouettes de policiers et ce géant de près de 80 ans qui monte dans la voiture, comme on remonte dans un train déjà emprunté. Celui du retrait. Sur le trajet vers Colombey, la route défile sous les phares comme un ruban noir. À l'arrière, il regarde sans vraiment les voir les villages qui passent. Il a déjà connu le vide du départ en 1946. Mais cette fois, ce n'est plus un exil provisoire, c'est une fin assumée. Il a jeté les dés lui-même, un référendum présenté comme un plébiscite, une promesse nette. Si c'est non, je m'en vais. Et, au bout, la sortie de scène sans appel. Pendant ce temps, à Paris, d'autres se précipitent pour occuper l'espace laissé vacant. Georges Pompidou, son ancien Premier ministre parfois en désaccord, se prépare à la bataille présidentielle. L'opposition cherche son champion. François Mitterrand, lui, observe, jauge, calcule. Il ne sera pas candidat cette fois, il le sait. La gauche est trop divisée, le pays encore trop marqué par le gaullisme. Mais il se pose déjà en principal accusateur du régime qui survit à son fondateur. Son livre « Le coup d'État permanent », publié quelques années plus tôt, circule comme un manuel de démontage de la VE République. Dans le village de Colombey-les-Deux-Églises, le retour de l'ancien président est à la fois un événement et une routine. La Boisserie rouvre ses volets. La haute silhouette en imperméable gris réapparaît sur les chemins, saluant les paysans, vérifiant, du bout de la canne, l'état des murets.
Il retrouve la chambre modeste aux meubles sombres, le grand bureau de bois clair, les cartes pliées dans les tiroirs, mais cette fois, il sait qu'il ne reviendra plus à Paris en chef d'État. Il ne lui reste plus qu'un seul front à tenir, celui du temps. Il a 79 ans. Son corps tient encore, mais il devine que le compte à rebours est enclenché. Combien d'années, combien de mois lui reste-t-il pour faire ce qu'il lui reste à faire? Écrire, clarifier, fixer sa version des choses, avant que d'autres ne prennent la parole à sa place. Dès les premiers jours de ce nouveau retrait, son emploi du temps prend la rigidité d'une discipline militaire. Lever à l'aube, toilette rapide, messe à l'église du village quand il le peut, puis retour au bureau. Sur la grande table, un cahier, des feuilles, une plume. Au mur, des cartes de France, d'Europe, du monde. Il ne commande plus d'armée, mais il dirige toujours des offensives, contre l'oubli, contre la déformation, contre ce qu'il appelle les passions partisanes, qui, tôt ou tard, chercheront à défigurer son action. Il a déjà raconté la guerre dans ses Mémoires de guerre. Il se lance maintenant dans Mémoires d'espoir. Titre presque provocateur pour un homme qui vient d'être désavoué par un référendum. Le premier volume, Le Renouveau, doit couvrir le retour de 1958, la naissance de la Veuve République, la tragédie algérienne. Le suivant, L'Effort, racontera la suite. Modernisation, politique extérieure, crise, jusqu'à ce fameux 27 avril 1969. Chaque matin, il s'assied, penche son long buste sur la page et trace d'une écriture régulière ces phrases amples, balancées, qui ont fait son style. Autour de lui, pas de conseiller, pas de rédacteur, pas de nègre. Il corrige lui-même, rature, reprend. Le temps est compté, et sa main doit aller plus vite que les arrêts de son cœur. Entre deux séances de travail, il lit les journaux que l'on continue de lui faire parvenir. Les nouvelles de Paris ne le laissent pas indifférent. Pompidou s'installe à l'Élysée, rassure les milieux d'affaires, incarne un gaullisme plus souple, plus contemporain. Mitterrand prend la tête d'une gauche en recomposition, prépare patiemment l'union avec les communistes. Dans les colonnes, dans les débats radiophoniques, à l'Assemblée, le nom de Gaulle est partout, admiré par certains, détesté par d'autres, récupéré déjà par beaucoup. Une rivalité nouvelle se dessine, sourde, insidieuse. Ce n'est plus l'affrontement frontal de 1965, avec les urnes comme arbitre, c'est un combat pour l'interprétation. À chaque discours de Mitterrand sur les dérives du pouvoir personnel, à chaque article dénonçant la monarchie républicaine, le vieil homme de Colombey sent qu'on ne s'attaque plus à lui seulement, mais à l'idée même qu'il se fait de la France. Il est désarmé, croit-on. Il n'a plus de micro, plus de tribune, plus d'élections à gagner. Mais il lui reste une arme, la plus durable, le livre. Dans une lettre, il résume sa stratégie. On ne transforme l'histoire qu'en l'écrivant. À Colombey, il est donc en campagne, une campagne silencieuse, sans meeting, mais dont la date limite est absolue, celle de sa propre mort. Le monde, pendant ce temps, tourne sans lui. Les Américains marchent sur la Lune, les chars soviétiques ont écrasé le printemps de Prague, la guerre du Vietnam s'enlise. La France, elle, continue de se moderniser dans le cadre institutionnel qu'il a laissé. Pompes à essence et grands ensembles, autoroutes et centres commerciaux, télévision dans les foyers. Parfois, on le sollicite. Des lettres affluent, des responsables politiques espèrent une bénédiction, un mot, une phrase. Il répond rarement, et quand il le fait, c'est d'une plume sèche. Pas question de jouer les faiseurs de rois. Il a quitté le pouvoir. Il ne sera pas l'ombre qui gouverne dans le dos de Pompidou, ni le vieux sage que l'on consulte pour se donner une caution. Pourtant, il ne s'enferme pas entièrement. À l'été 1969, il part en Irlande, loin des regards, comme un pèlerin. Les photographies, prises de loin, le montrent marchant dans des paysages verdoyants, imperméables flottant au vent, silhouettes solitaires. Sur des chemins battus par la pluie, on dirait un exilé de lui-même. Un roi détrôné qui visite un pays où presque personne ne connaît son visage. Ce voyage a valeur de symbole. Lui qui a sillonné le monde en dirigeant une France redevenue grande, choisit maintenant un coin perdu, insulaire, pour méditer sur le destin, le sien et celui des nations. À Colombey, la maison devient un lieu de pèlerinage. Des autocars se garent au bas de la côte, des familles montent à pied vers la boisserie, espérant apercevoir un instant cette grande silhouette.
Certains déposent des fleurs devant la grille, d'autres glissent des lettres sous la porte. Il sort parfois, se prête au jeu d'un salut, d'un échange bref, mais il garde ses distances. Il ne veut pas devenir une relique vivante, un saint laïque qu'on vient toucher du doigt. Dans les soirées d'hiver, la grande maison s'emplit d'un silence épais. Yvonne tricote, veille à l'intendance. Lui lit, écrit ou se perd dans ses pensées. Il repense à Pétain, à Salan, à tous ses adversaires par lesquels il a structuré sa propre trajectoire. Et maintenant, son grand rival vivant, c'est Mitterrand, mais ils ne se verront plus. Leur duel n'a plus de visage, plus de tribune. Il se joue désormais dans la tête des Français. Qui racontera mieux la veuve République, celui qui l'a fondée ou celui qui rêve de la conquérir? À mesure que les mois passent, la course contre le temps se fait plus implacable. Son entourage s'en rend compte. La démarche est un peu plus lente, la fatigue un peu plus visible. Mais chaque matin, il continue de monter l'escalier vers son bureau comme on monte à l'assaut d'une position déjà bombardée. Il achève Le Renouveau, ce premier tome de Mémoires d'espoir. Le livre paraît en 1970. Les critiques, même ceux qui ne l'aiment pas, reconnaissent la puissance du récit, la netteté de la vision. On y retrouve le De Gaulle des grandes heures. Phrases longues, sûres, vision géopolitique, mépris tranquille pour les combines partisanes. Le second volume, L'effort, reste en chantier. Les feuillets s'accumulent, mais il sait qu'il n'est pas au bout. C'est là que le compte à rebours devient presque tangible. Chaque page gagnée est un petit territoire arraché à l'oubli possible. Chaque jour perdu est une menace de plus. Et si la plume s'arrêtait avant la phrase concluante, avant la dernière justification, avant la dernière mise au point, cet homme qui, pendant des décennies, a tenu la France au bord de l'abîme en répétant qu'il avait la chance avec lui, se retrouve face à un adversaire beaucoup plus froid. Les probabilités simples d'un corps usé, à 79-80 ans, l'espérance de vie se compte en années, parfois en saisons. Il le sait mieux que personne. Il a vu mourir ses camarades de 14, ses compagnons de Londres, sa propre fille Anne, emportée à 20 ans par une maladie qu'il n'a jamais cessé de porter comme une blessure secrète. Alors il accélère. Il se couche tard, se relève tôt, multiplie les heures de travail. Comme autrefois, sur la carte d'état-major, il faut tenir jusqu'à tel jour, tel point, telle position. Sauf que la position à tenir cette fois, c'est sa propre vie. Le 9 novembre 1970, la bataille s'arrête net. Il est un peu plus de 19h30. Dans le salon de la Boisserie, De Gaulle joue au solitaire. Quelques cartes sont étalées sur la grande table. La lampe éclaire un cercle jaune autour de ses mains. Soudain, il porte la main à sa poitrine, pâlit, se lève à moitié et murmure « C'est la fin de tout, je ne souffre pas ». Il s'effondre. C'est une rupture d'anévrisme. La mort, cette fois, a eu raison de son éternelle habitude de passer à travers. Il meurt comme il a vécu, debout, presque sans plainte, sans confession publique. Dans la maison, on s'agite, on appelle le médecin, mais il n'y a plus rien à faire. Son corps est allongé dans une petite pièce. On dispose une simple croix, un drap, rien de plus. Il avait tout prévu, tout écrit. Pas de funérailles nationales pompeuses, pas de chapelle ardente à l'Élysée, pas de panégyriques interminables. Il a laissé des consignes précises. Il veut reposer à Colombey, au cimetière du village, dans la tombe familiale, sous une pierre. Simple portant seulement ces mots. Charles de Gaulle, 1890-1970. Paris, pourtant, s'embrasse d'émotion. La nouvelle tombe sur les rédactions comme un coup de tonnerre. Les radios interrompent leur programme, la télévision diffuse des images d'archives, l'appel du 18 juin, la libération de Paris, les conférences de presse, les voyages. Les journaux impriment des unes noires. De Gaulle est mort. Les chefs d'État du monde entier dessinent de venir. Roosevelt n'est plus là, Churchill non plus, mais leurs successeurs, des rois, des reines, des présidents, des dirigeants de tous. Les continents annoncent leur déplacement. La France officielle est prise au piège d'un paradoxe. Le défunt a refusé le grandiose, mais le monde exige de le saluer. On trouve un compromis étrange qui dit beaucoup de la façon dont De Gaulle dominait encore la scène, même après sa mort. À Colombey se déroulera la cérémonie voulue par le général. Petite église de village, drapeau tricolore, cercueil porté par quelques saints. Hommes, cortège modestement silencieux,
À Paris, à Notre-Dame, aura lieu une cérémonie solennelle en présence de la planète politique, mais sans lui. Dans la cathédrale résonne un Te Deum. Les chefs d'État sont alignés, raides, graves, devant un vide. L'homme pour lequel tout cela existe repose, lui, à plusieurs centaines de kilomètres, sous un ciel gris, dans un cimetière battu par le vent. L'image est saisissante. D'un côté, l'appareil du monde. De l'autre, une tombe blanche, presque anonyme, portant un simple nom sans titre, sans grade. C'est le dernier bras de fer de Charles de Gaulle avec la tentation du culte de la personnalité. Il a gagné, mais si l'homme est sous terre, la bataille pour son héritage ne fait que commencer. Très vite, deux France se dessinent face à sa mémoire. Celle qui voit en lui le sauveur de 1940, le fondateur de l'aveu république, l'homme de l'indépendance nationale, et celle, alimentée par des années de critiques, qui rappellent la répression en Algérie, le mépris pour les partis, le style autoritaire. Le refus d'écouter mai 68. Au centre de ce champ de force, un nom revient, encore, François Mitterrand. Il a perdu contre de Gaulle en 1965. Il n'a pas profité de sa chute en 1969. Mais la mort du général lui laisse un terrain immense, celui de l'avenir de ces institutions qu'il a tant dénoncées. Pendant que de Gaulle, sous la pierre froide, se tait à jamais, Mitterrand, lui, parle. Il sillonne le pays, travaille à l'union de la gauche, signe en 1972 le programme commun avec les communistes. En 1974, il se présente à la présidentielle face à Valéry Giscard d'Estaing. Il perd d'un cheveu quelques centaines de milliers de voix, mais prouve qu'une autre majorité est possible sous la constitution gaulienne. Ironie terrible, c'est dans le cadre du coup d'État permanent qu'il a tant dénoncé que Mitterrand finira par conquérir le pouvoir suprême. En 1981, quand il entre à l'Élysée, il n'abolit pas l'aveu république. Il n'en change ni la structure, ni l'essentiel de l'équilibre. Il l'habite, il l'utilise, il en exploite les ressorts, jusqu'à accepter la cohabitation en 1986, expérience extrême permise justement par les institutions forgées par de Gaulle. À chaque discours d'investiture, à chaque grande commémoration, le nom du général revient, et la rivalité d'hier se retourne comme un gant. Mitterrand, devenu président, se pose volontiers en garant de la continuité nationale, en héritier, critique certes, mais héritier, tout de même, de l'histoire longue où de Gaulle occupe une place centrale. En 1990, pour le 50e anniversaire de l'appel du 18 juin, c'est lui, l'ancien opposant farouche, qui se rend à Colombey, qui se recueille devant la tombe, qui célèbre l'homme du refus et sa grandeur. Le duel n'a pas disparu, il s'est métamorphosé. De son vivant, de Gaulle avait affronté Mitterrand pour savoir qui gouvernerait la France. Après sa mort, il l'affronte pour savoir qui racontera la France. Les deux figures finissent par se nourrir l'une de l'autre dans un étrange jeu de miroir. Le héros gaullien donne une profondeur historique à la présidence mitterrandienne. Le long règne socialiste normalise, banalise presque les institutions gauliennes, faisant apparaître leur solidité. Au fil des décennies, l'image de De Gaulle se transforme encore. Ce qui, de son vivant, faisait polémique, se lisse, se patine. La gauche qui le combattait le récupère parfois, en rappelant sa phrase sur une certaine idée de la France. Pour critiquer les renoncements présents, la droite en fait un étendard, un parrain tutélaire qu'elle invoque à chaque crise pour rappeler la fermeté, l'indépendance, la hauteur de vue. Ses choix les plus controversés prennent un autre relief. L'indépendance de l'Algérie, si douloureuse à l'époque, apparaît comme une nécessité historique. Le retrait du commandement intégré de l'OTAN, qui avait scandalisé les Américains, est relu comme un acte fondateur de souveraineté stratégique, même si la France, des décennies plus tard, réintégrera partiellement la structure. Son obsession pour la force de frappe nucléaire, si coûteuse, est désormais perçue comme l'un des piliers de la dissuasion française. Dans l'Europe de Maastricht puis de l'euro, son slogan de « Europe des patries » résonne étrangement. Certains y voient un archaïsme dépassé, d'autres une prémonition face aux tensions entre Bruxelles et les États-nations. Son rapprochement avec l'Allemagne, scellé avec Adenauer, est devenu un dogme central de la politique européenne française. Tous, les présidents, de droite comme de gauche, en ont fait un axe prioritaire. À Colombey,
Le petit cimetière est devenu un lieu de pèlerinage national. Le nom du village a été donné à une autoroute, à des collèges, à des places. Une croix de Lorraine gigantesque s'élève sur la colline, silhouette métallique découpée sur le ciel, visible de très loin. Là où, de son vivant, on venait timidement guetter un regard, on vient désormais photographier une tombe blanche et lire une date, 1890-1970. 80 années, dont 30 passées à batailler directement avec l'histoire et le reste à s'y préparer. Si l'on écoute attentivement, dans ces lieux, entre les rafales de vent et le bruit des voitures au loin, on croirait presque entendre des échos, l'accent grave de l'appel du 18 juin, la froideur cinglante des conférences de presse, la voix tendue du 30 mai 1968, annonçant la dissolution. Le temps a fait son œuvre. L'homme que tant de contemporains avaient jugé autoritaire, cassant, insupportable dans sa raideur, est devenu, pour beaucoup, une figure presque introuvable dans le présent, celle d'un dirigeant qui place la France au-dessus de lui-même, qui renonce au pouvoir, plutôt que d'en trahir l'idée qu'il s'en fait. Et pourtant, même dans cette sorte de canonisation républicaine, le conflit qu'il a porté toute sa vie n'a pas complètement disparu. À chaque crise politique, à chaque débat sur l'Europe, sur la souveraineté, sur le rôle du président, son nom revient comme une question. Plus que comme une réponse, que ferait De Gaulle? Que penserait-il de ceci, de cela? Derrière ces interrogations se cache toujours le même défi. Sommes-nous encore à la hauteur de la certaine idée de la France qu'il avait forgée au prix de tant de ruptures, de tant de solitude, de tant de confrontations? Lui ne peut plus répondre. Le 9 novembre 1970, à 19h30, la partie de cartes restée en plan sur la table de la boisserie a figé pour toujours sa dernière image. Mais l'histoire, elle, continue de rebattre le jeu. Sur le tapis vert des décennies, de nouveaux concurrents viennent placer leurs cartes, leurs récits, leurs ambitions, et, quoi qu'ils fassent, qu'ils s'en réclament ou qu'ils s'en démarquent, un grand absent domine encore la table, par son nombre immense. Et son silence obstiné, Charles de Gaulle.